La plupart des films dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les ai vus une fois et j'ai pas vraiment envie de les revoir. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, vidéo top 10 sur les films qui mettent mal à l'aise. J'avais posté un petit sondage pour savoir quel top 10 vous intéresserait le plus prochainement. J'avais proposé top 10 films d'action français ou top 10 des films qui mettent mal à l'aise. Je pensais que la majorité d'entre vous auraient opté pour le top 10 des films d'action français et bande de petits coquins, vous avez choisi les films qui mettent mal à l'aise. J'avoue que je m'y attendais pas trop, donc j'ai élaboré une petite liste pour justement vous faire part des films qui m'ont le plus mis mal à l'aise, des films que j'ai vus bien évidemment, des films parfois auxquels je ne soupçonnais pas le potentiel de malaise. Pour ne pas sombrer dans la facilité, je sais que beaucoup de cinéphiles, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent des films qui mettent réellement mal à l'aise, du genre Les 120 jours de Sodome, comme NC, ou des films du style Grave, Titane, Irréversible, bref des trucs comme ça. Je trouvais ça beaucoup trop facile, de toute façon la plupart d'entre vous ils connaissent déjà ces films-là, donc je trouvais important, intéressant de parler d'autres films que peut-être vous n'avez jamais entendu parler, ou plutôt de films connus mais dont vous ne soupçonnez pas le potentiel de mal à l'aise que ces films peuvent comporter. Alors bien sûr les films dont je vais vous parler, ils sont tous connus pour la majorité d'entre eux. Je vais pas vous parler de trucs un peu trop dark ou underground, comme par exemple The Human Centipede. Non, je vais vous parler de films connus, et surtout qui ne sont pas des films de guerre, des films d'horreur. La plupart des films dont je vais vous parler se situent à notre époque ou dans la seconde moitié du XXe siècle, histoire qu'on ait une proximité, on va dire, temporelle et physique, avec les personnages, les films, les histoires dont je vais vous parler. Donc allez, c'est parti pour mon top 10 personnel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je ressortirai plein d'autres petits top 10, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est le film qui vous a le plus mis mal à l'aise, histoire qu'on fasse un petit comparatif avec ce que je vais vous sortir. En numéro 10 de Stop, 127 heures de Danny Boyle. Je sais ce que vous allez dire. Attends, 127 heures, t'es sérieux? Tu mets ça vraiment dans le top 10 des films qui mettent mal à l'aise? Je suis d'accord, c'est pas un film vraiment trop hardcore, c'est un beau film qui a même une happy end, mais pour toutes les scènes où on voit le pauvre James Franco qui a le bras coincé sous la roche, et je me rappelle pas avoir ressenti autre chose que du malaise tout le long de cette scène. Pourquoi je parle de ce film en particulier et pas d'un autre? Parce que c'est Danny Boyle qui est aux commandes. Et Danny Boyle, lui, il a le chic, il a le talent, il a vraiment cette faculté à vous mettre dans la tête, dans l'esprit des personnages qu'il met en scène. Et je crois que 127 heures pour le coup, c'est peut-être son meilleur film à ce niveau-là. On ressent sa souffrance, sa solitude, sa détresse, sa frustration même de se retrouver là, dans cet état. D'ailleurs, ce film est une belle leçon pour ça. Quand vous partez en excursion, quand vous partez faire des conneries à l'extérieur, prévenez vos proches. Dites-leur où vous allez surtout, ne partez pas à l'aventure tout seul, si vous voulez pas subir un sort que vous regretteriez. Là où Danny Boyle a fait très fort, c'est vraiment sur le ressenti qu'on peut avoir par rapport à la souffrance du gars. Parce que le mec n'a pas juste un bras sous un caillou, il ressent également les effets de la déshydratation, de la faim, du froid, de la solitude, de l'angoisse, bref en gros les pires émotions qu'on puisse ressentir. Et mention spéciale bien évidemment pour cette scène, et désolé si je spoil un petit peu, pour le passage où il se coupe la main avec son canif émoussé. En général dans ce genre de film, c'est où on montre tout directement de façon crue et cash, ou alors on est dans le subjectif, c'est-à-dire on montre pas grand chose, on fait en sorte que ce soit l'imagination qui travaille, mais Danny Boyle lui a réussi l'exploit de nous montrer à la fois quelque chose de cash et en même temps de subjectif. Je regrette quelque part de pas avoir vu ce film au cinéma parce que j'imagine même pas l'ambiance que ça devait être dans la salle, parce que le passage où il doit se couper le tendon, le nerf, je sais plus, ouais je crois que c'est un nerf, je pense que si vous avez vu ce film, vous voyez très bien de quoi je parle et je pense que vous avez tous fermé les yeux à ce moment-là. Bref, film excellent, je recommande, on a démarré en douceur, maintenant on va rentrer un peu plus dans le dur. En numéro 9 de cette liste, je mets Old Boy. C'est un film que j'ai vu il y a déjà une quinzaine d'années, il est sorti en 2004, il a été passé à Cannes, il avait été encensé par Quentin Tarantino. Moi je m'attendais un petit peu à un film d'arts martiaux, avec un gentil qui botte le cul du méchant, voilà, qui a fait du mal à sa famille, etc. Donc quelque chose de classique. Et qu'est-ce que je m'étais planté. Je me rappelle encore du sentiment de malaise que j'ai ressenti pendant le visionnage. C'est vraiment très réaliste bien évidemment, esthétiquement c'est soigné puis en même temps il y a quelque chose de vraiment sale, de vraiment crade dans Old Boy, et surtout que ce soit par rapport à l'ambiance en général, le final, l'histoire en elle-même, le rapport entre les personnages, j'avais le sentiment d'être de plus en plus intoxiqué au fur et à mesure du visionnage. Old Boy c'est quand même une petite expérience, alors je sais que beaucoup adorent ce film à juste titre d'ailleurs, j'ai entendu parler d'un remake qui est sorti avec Josh Brolin, a priori il est pas terrible, mais si on se penche vraiment sur l'œuvre originale, si le but principal du film c'était de vous flinguer le moral, c'est réussi. En numéro 8, Les Noces rebelles de Sam Mendes avec DiCaprio et Winslet. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce film fout dans cette liste? Alors je suis d'accord avec vous, sur le papier, le film a pas l'air vraiment si dramatique que ça, il a pas l'air si bouleversant, mais comme l'a très bien rappelé un de mes abonnés, Les Noces rebelles, c'est vraiment l'anti-Titanic. Et c'est totalement vrai, parce que quand je l'ai vu, je m'attendais à tout justement, sauf un anti-Titanic. Et le personnage de DiCaprio dans ce film, c'est vraiment typiquement le genre de personne à qui j'ai pas du tout envie de ressembler. Vous voyez un petit peu le délire avec le French Dream? Là c'est la même chose mais version American Dream dans les années 50. C'est un film qui traite de la frustration, des ambitions de la jeunesse qui disparaissent, des ambitions et des désirs d'aventure de jeunesse qui disparaissent, qui s'effritent avec le temps. C'est beaucoup de choses à la fois et on souffre énormément pour le personnage de Kate Winslet. La pauvre qui se laisse embarquer par le baratin de DiCaprio, qui l'enferme dans une sorte de routine ultra chiante. On s'aperçoit que DiCaprio est vraiment très toxique pour le personnage de Kate Winslet. Et ce film franchement c'est une leçon de vie. Si ce film m'a mis mal à l'aise, il a quand même
même eu une grosse influence sur ma vision du monde. C'est que quand j'étais gosse, quand j'étais jeune, je pensais qu'il fallait faire comme tout le monde, se marier très vite, faire des enfants très vite, faire un crédit très vite, alors que non. Et avec mon entourage personnel, tous les gens que j'ai pu croiser, je me suis aperçu que c'était pas du tout pour moi. Sacrifier sa liberté d'esprit et surtout sa liberté en général, juste pour du matériel, pour moi c'était une prison mentale, je voulais éviter ça, et ce film m'a beaucoup aidé justement à ouvrir les yeux sur une certaine réalité, une réalité qu'on n'est pas obligé de choisir et qu'on peut en plus éviter. En tout cas, la morale de ce film pour moi c'est, avant de vous engager, avant d'acheter une maison, avant de vous mettre un crédit sur le dos, vivez un maximum de trucs. En numéro 7 de cette liste, Photo Obsession. Comme tout le monde, j'adore le regretté Robin Williams qui nous a quittés en 2014, il y a bientôt 10 ans déjà. Robin Williams c'est quoi? C'est Jumanji, c'est Madame Doubtfire. Robin Williams, pour tous ceux dans les années 80-90, c'est un petit peu la star des films pour enfants. Et le voir dans ce rôle-là, dans Photo Obsession, franchement ça vous en met un coup. Dans ce film, il joue le rôle d'un employé de laboratoire pour photographie dans un supermarché. Alors pour les plus jeunes, sachez que quand on voulait développer des photos, on allait dans un Carrefour et un Auchan, on apportait nos pellicules de photos, et il y avait des mecs qui se chargeaient de défiler les pellicules et faire en sorte de nous rendre ça en photo physique. Et dans ce film qui date de 2002, on arrive à la fin des laboratoires de photos qui vont être remplacés, supplantés par les cabines numériques, ce genre de trucs comme on connaît maintenant. Robin Williams, il joue le rôle d'un gars qui bosse dans ce type de laboratoire, et vraiment la vie du personnage qu'incarne Robin Williams, c'est la tristesse absolue. Le mec n'a pas de femme, pas d'enfant, pas de vie sociale, pas d'amis, et c'est vraiment terrible de voir ça. Ce film m'a aussi beaucoup influencé dans le sens où c'est vraiment le film qui m'a dit j'ai pas du tout envie de finir comme le personnage de Robin Williams. J'ai envie de vivre des trucs, j'ai envie d'avoir une vie sociale, j'ai pas envie de finir seul. Vraiment, ce film, c'est un réquisitoire anti-solitude. Alors le film est un thriller et on pense que Robin Williams, dans ce rôle, a un rôle de psychopathe, de tueur en série, qui planque le cadavre de sa mère dans son placard et puis qui torture des jeunes filles dans une cave, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Le mec développe une sorte de voyeurisme, pas forcément malsain, disons que c'est pas forcément un voyeurisme négatif, malfaisant, malveillant, comme l'histoire semble le laisser le croire. C'est un type qui a plutôt des bonnes intentions, mais qui n'a pas les codes sociaux pour comprendre que ce qu'il fait, c'est pas vraiment bien. Et ce film, donc, je l'ai vu une fois et j'ai pas envie de le voir une deuxième, tellement ça me faisait mal de voir déjà d'une Robin Williams dans un rôle pareil, et surtout de voir un personnage comme lui, parce que avec toute l'empathie et la compassion qu'on peut avoir pour ce genre de mec, ça fait toujours mal de voir un peu des mecs comme ça, quoi. Film déprimant, film qui vous met mal à l'aise, tout le package. En numéro 6, 8 mm de Joel Schumacher avec Nick Cage. Un de mes abonnés en avait parlé pendant le sondage, et c'est vrai, 8 mm est un film très dur, est un film puissant, est un film quelque part vraiment très rebelle, très subversif. Et d'ailleurs, le film s'était fait flinguer à l'époque pour ça, justement, car rares sont les films qui ont parlé ouvertement de snuff movie comme l'a fait 8 mm, du moins dans son style. Alors ce film, je peux le revoir, c'est pas le problème, mais c'est un film qui est dur, qui peut être dur pour certains, mais pour autant, malgré sa dureté, malgré vraiment son côté hyper dark, c'est un film qui est beau. C'est un film qui est beau, qui est puissant et qui est intégralement porté par Nicolas Cage. On sent une grande proximité avec le personnage pendant tout le long du film, car comme lui, en fait, plus on avance, plus on s'enfonce dans une descente aux enfers. Une descente aux enfers où vous y croiserez des violeurs, des pédophiles, en bref, la purge de l'humanité la plus absolue, et ce film ne peut pas vous laisser indifférent. Nick Cage a su apporter du réalisme, de l'épaisseur, de l'humanité à son personnage, mais le reste des acteurs qui l'entourent sont eux aussi juste excellents. Et d'ailleurs, mention spéciale pour la scène où Nicolas Cage va enquêter chez la mère de la fille disparue, la fille sur laquelle il enquête, les scènes où il s'entretient avec cette femme qui est seule, cette femme qui a perdu sa fille, elle pense qu'elle est encore en vie, elle garde l'espoir qu'elle reverra sa fille revenir à la maison. Les passages où on voit Nicolas Cage avec cette femme, franchement ça m'a brisé le cœur, ça m'a concassé l'âme. Je pourrais vous parler de ce film pendant des heures, je pourrais vous consacrer une vidéo entière dessus, et il y a plusieurs passages où j'ai pas pu m'empêcher de retenir mes larmes, notamment la scène où Nicolas Cage appelle la mère de la fille qui a disparu pour lui dire la vérité. Ce film il n'est pas pour tout le monde, mais je le recommande à tout le monde quand même. En numéro 5 de cette liste, Shame, avec Michael Fassbender, un film réalisé par Steve McQueen. Non, pas celui-là, lui. Alors Steve McQueen, vous connaissez peut-être pas, mais ce mec-là a réalisé Hunger, avec Michael Fassbender également. Il est surtout connu pour 12 Years a Slave, et dernièrement il a réalisé Widow, qui est vraiment intéressant. Mais Shame, de tous ces films, je crois que c'est vraiment celui qui vous met le plus mal à l'aise, parce qu'on est vraiment dans la détresse psychologique d'un accro au sexe. Le mec joué par Fassbender est un accro au sexe, et c'est filmé de manière vraiment à vous mettre en plein dans sa détresse psychologique, parce que son addiction lui bousille sa vie à tous les niveaux, qu'elle soit professionnelle, amicale, personnelle et bien évidemment familiale. Ce film également, je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le revoir une deuxième, tellement j'étais comme ça pendant le visionnage, j'étais pas mal de gêne, très puissant. C'est pas un film violent, c'est pas un film qui est trop cru, bien évidemment, c'est pas un film vraiment trash, on n'est pas dans du Gaspard Noé. Pour autant, il y a de très grandes chances pour que vous vous sentiez mal à l'aise pendant le visionnage, alors que pourtant tout est subjectif, rien n'est complètement montré, et c'est justement pour cette raison que j'estime que Shame mérite largement cette 5e place.
En numéro 4, Funny Game US de Michael Haneke avec Naomi Watts et Tim Roth. Alors je sais, les plus cinéphiles vont me dire, oui mais ce film, pourquoi t'en parles? Parce qu'il y a la version allemande d'origine, pourquoi tu parles pas de la première que de la deuxième? Bon bah déjà, parce que je l'ai pas vu, même si je sais bien évidemment que ce film est l'adaptation d'un film allemand du même nom, Funny Games, avec en plus le même réalisateur. Parce que Michael Haneke a réalisé Funny Game version allemande et Funny Game version américaine. Puis comme tout le monde, bah, j'ai vu la version américaine et puis de toute façon, y a pas besoin de comparer, vu que le film est comparable à tous les niveaux. Ce film, j'ai pas envie de le revoir parce que voir une famille prise en otage, maltraitée, humiliée, persécutée par deux gars complètement vicieux, psychopathes au dernier degré, avec aucune empathie et qui prennent vraiment plaisir à jouer avec la vie des autres, bon bah voilà, ce genre de truc, vous évitez de le regarder plusieurs fois dans votre vie, je pense. Bon bah voilà, ce genre de truc, bah on évite de le regarder plusieurs fois si on veut pas salir son âme. En tout cas, si vous invitez des amis et que vous voulez flinguer l'ambiance, mettez Funny Game US, effet garanti. En numéro 3, Midnight Express. Alors qui que vous soyez, quelle que soit votre génération, quelles que soient vos sensibilités, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre nationalité, bon peut-être pas nationalité turque en fait, quels que soient vos goûts, vos couleurs, etc., vous devez voir Midnight Express. Ce film, j'en avais toujours entendu parler, j'ai pas vraiment sauté le pas, et j'ai décidé de le regarder l'année dernière quand j'étais en vacances en Turquie. Je me rappelle, j'étais dans un hôtel sur Antalya, j'étais en train de crever de chaud, ma copine était en train de nager tranquille dans la piscine pendant que moi j'étais en train de mourir vraiment au sens propre dans ma chambre, même avec la climatisation tellement la chaleur était infernale. Et pour bien me flinguer davantage, eh ben j'ai lancé Midnight Express. Et ça a été vraiment une expérience. Plusieurs fois j'ai vraiment cru que j'allais crever de stress. Pour la petite blague, pour ceux qui ont pas tilté sur le fait que j'ai dit que vaut mieux pas être turc pour regarder Midnight Express, c'est parce que le film se déroule en Turquie, c'est l'histoire d'un Américain qui se fait gauler par la douane parce qu'il transporte de la drogue sur lui, il va en zonzon, il va dans une prison turque, et les Turcs sont pas vraiment dépeints de la meilleure des manières. Et d'ailleurs la Turquie avait gueulé à l'époque, justement par rapport au fait qu'ils étaient montrés comme des psychopathes, voilà, pas sympa, pas cool, etc. Pour autant le film est excellent, il est touchant, il est marquant, et sincèrement, là aussi, comme pour 8 mm, je pourrais consacrer une vidéo entière sur ce film. Il met mal à l'aise à plusieurs scènes, mais dans le sens mal à l'aise en mode on est en empathie, en compassion absolue pour le héros, qui vraiment est envoyé en enfer. Alors attention, pas un enfer, on va dire comme dans les films de prison classiques, où le mec, voilà, il est confronté au baston, aux garde-gang, ce genre de trucs comme on voit dans les films de prison américaines. Non, non, là c'est une prison qui est différente, mais on ressent la solitude, la souffrance, l'abandon, l'absence d'espoir. J'ai rarement eu autant de compassion pour un personnage dans un film parce que le héros est attachant, même s'il a des défauts bien évidemment. Ça reste un jeune gars qui a pris une peine de tôle disproportionnée dans un pays qui n'est pas le sien, donc on peut ressentir vraiment que de la souffrance pour lui. Il est loin de chez lui, à des années-lumière de sa famille, c'est terrible. Je ne compte même pas le nombre de scènes dont on pourrait parler, mais tout ce que je peux vous dire c'est que il y a des tas de scènes, franchement, rien que quand j'y pense déjà, il y a les émotions qui remontent, c'est pour ça que je vais éviter de trop m'attarder dessus, mais il y a des scènes vraiment qui vont vous faire pleurer. Si vous avez une âme, si vous avez une sensibilité, vous allez pleurer devant ce film. Donc bref, qui que vous soyez, pour votre culture cinématographique, pour votre culture générale, et également pour votre âme, vous devez regarder Midnight Express. En numéro 2 de cette liste, je vais pas me fouler, mais je vais mettre Requiem for a Dream. Alors Requiem for a Dream, ça c'est particulier parce que je vois que beaucoup de gens en parlent un petit peu comme d'un film un petit peu bizarre, mais quand même assez normal, plutôt mainstream. Je me demande s'ils ont vu le même film en fait. Parce que c'est hardcore, putain. Rares sont les films à avoir montré autant les addictions sous un angle vraiment aussi malaisant, aussi malsain. Et si le côté addict et junkie de Jared Leto et de tous les personnages qui l'entourent, tous les jeunes, est très bien montré, moi perso, j'ai vraiment été marqué et traumatisé même par l'addiction de la mère de Jared Leto aux émissions de télé. Combien de fois j'ai voulu stopper le film, combien de fois j'ai voulu mettre en avance rapide pour m'esquiver certaines scènes. Puis vraiment, la patte de Darren Aronofsky, c'est vraiment particulier. C'est comme si Danny Boyle avait pris du speed avec Oliver Stone. C'est vraiment, voilà, tout est filmé de manière à vous rendre la chose ultra immersive, ultra viscérale, ultra intime, et vraiment pas dans le meilleur sens du terme. Requiem for a Dream, c'est vraiment un film qui est traumatisant, qui vous met pas bien, qui vous met mal à l'aise. Pour autant, c'est un film qui vous apprend énormément de choses. C'est un film qui vous apprend énormément de choses sur la souffrance. Car c'est malheureux, mais pour comprendre la vie, faut très souvent souffrir. Et le meilleur moyen pour apprendre sans souffrir, c'est regarder. Donc si vous êtes jeune, je vous invite à regarder Requiem for a Dream. Ça vous éloignera peut-être, j'espère, de certaines addictions que je vous recommande pas du tout. Donc j'estimais largement qu'il méritait sa place en top 2. Je pense que parmi vous, ceux qui ont vu le film, il y a beaucoup de scènes qui ont dû bien vous déranger. Et n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, histoire de flinguer l'ambiance. Et enfin, en numéro 1, je mets un film de Gaspard Noé, parce que oui, il fallait bien que je parle du bonhomme au moins une fois. Seul contre tous. Alors le personnage de DiCaprio dans Les Noces Rebelles, c'est pas du tout un type auquel on a envie de ressembler. Pour moi, le personnage de Seul contre tous, c'est mon pire cauchemar. Le personnage en soi est bourré de défauts, c'est apparemment un ange, mais on arrive presque à l'excuser, à avoir de l'empathie pour lui par rapport à ce qu'il a vécu, parce que c'est un gars qui a pas une vie facile, qui a travaillé très dur, qu'on a bavé, mais vraiment en mode bien, en mode vénère. Pour autant, ce qu'il fait dans le long métrage,
Bon bah voilà quoi, c'est dégueulasse, c'est malsain, ça vous met mal à l'aise, ça vous met pas bien du tout. Même si le personnage parfois balance quelques vérités, en particulier après la scène avec son entretien pour trouver du taf, le mec joué par Philippe Naon balance des bonnes punchlines, pour autant sa vie est d'une tristesse, d'une tragédie absolue même. Ce film n'est que souffrance, il n'est que malaise, il n'est que détresse. Pendant le visionnage, je vous jure, j'avais l'impression d'être sous pression, j'avais l'impression de manquer d'air au fur et à mesure qu'on avance, et c'est pour ça que le film est réussi, c'est pour ça qu'il est bon, et c'est pour ça que j'ai plus du tout envie de le revoir. Jamais. J'ai re-rematé quelques scènes histoire de mettre dans le coup, et ça me fait toujours le même effet. Je l'ai vu il y a à peu près 12 ans, et même encore maintenant, chacun de ses dialogues, chacune de ses scènes, chacun de ses plans, cette ambiance particulière, vraiment, voilà, l'histoire se déroule dans les années 80, début 80 il me semble, même si le film a été tourné début 2000 je crois, ou fin 90, on est vraiment dans le nord de la France, vous savez, dans ces coins où les gens sont quand même assez froids, sont assez durs, en période de crise économique bien évidemment, enfin bref, on est en plein combo. C'est vraiment pour moi celui qui méritait sa place en number one, et je pense que si vous avez vu ce film, lui aussi il a pas pu vous laisser indifférent, et d'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Bon voilà, ça ira pour aujourd'hui, j'espère pas trop vous déprimer avec cette liste, mais bon, vous l'avez demandé les gars, c'est vous qui avez voulu que je fasse le top 10. Mais je dois avouer que c'était quand même intéressant de faire cette liste, fallait bien qu'on en parle, donc tenez-moi au courant si vous matez ces films. En tout cas, bah faites en sorte de les regarder si vous êtes déjà dans un bon mood. Si vous êtes vraiment pas bien en ce moment, évitez de regarder l'un d'entre eux. À la rigueur, je ferai un top 10 sur les films qui mettent de bonne humeur. Vous regarderez plutôt ces trucs-là, ce sera peut-être mieux. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, prenez bien soin de vous. Ciao.